épisode un peu particulier car c'est le premier qui va parler de boxe sous notre nouvelle enseigne. Vous savez que le CCS s'est mué en sparring, ça fait un petit mois maintenant. On a déjà parlé de MMA, on a parlé de cinéma, et donc maintenant, place au Noblard qui tenait une grande place, et on va essayer qu'il en soit de même dans nos nouveaux locaux, si je puis dire, entre guillemets. Mais je ne suis pas seul, ne vous inquiétez pas, pour m'accompagner, c'est l'éminent spécialiste de boxe dans la team, euh, co-animateur et créateur du concept Uppercut, dont on vous reparlera plus tard dans l'émission. C'est mon éminent compère sudiste, Enzo. Comment vas-tu, Enzo? Salut Lionel et salut à tous. Très content d'être de retour pour parler de boxe anglaise, chose que j'ai pas faite avec vous depuis bien longtemps maintenant. Ouais, en effet. Mais c'est vrai que la boxe, autant le MMA, on a des events à peu près tous les week-ends ou peu s'en faut, autant la boxe, c'est de manière un peu plus contrastée. La Et boxe n'est plus à la mode. la, la boxe n'est plus à la mode, paraît-il. Écoute, tous les combats dont on va parler montrent que c'est faux par l'absurde, puisque on avait un week-end absolument titanesque sur le papier. Je précise bien sur le papier, puisqu'on avait trois soirées estampillées Riyadh Season. Alors vous savez que Turquie, le fameux Turquie est en train, ça fait déjà un bout de temps qu'il a la main mise sur une grande partie de la boxe mondiale, avec les réunions qu'il fait chez lui à Riyad. Il a commencé à s'exporter et maintenant il fait des events. On a des events estampillés Riyad un peu partout. On en a en Angleterre, on en a aux États-Unis. Et là, on avait donc trois soirées. L'une à New York, l'autre à Riyad et la dernière à Las Vegas. Trois soirs de suite, vendredi, samedi, dimanche. Et c'était fait en gros pour annoncer en gros la mainmise totale et absolue de Turquie sur la boxe. Sur le papier, C'était ça peut c'était faire Turquie la rêver. dernière aussi? C'était une Riyadh Season en tout cas. C'était pas le Fatal. Celle de cette nuit là? Ouais, Ah bah absolument. Ouais, c'est ouais, quoi, ouais. je savais pas parce que pour moi c'était Top Rank, mais Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je veux pas te dire de bêtises, mais c'était les deux premières. ils avalent tout, hein, Les deux premières, c'était Fatal Fury en tout cas. Tu vois, voilà, elles étaient Oui, vraiment oui. couplées. Et la dernière était un peu à part, effectivement. Mais donc sur le papier, c'était des events incroyables qui, moi, me faisaient saliver en tout cas. À l'arrivée, avant qu'on parle vraiment des combats de manière plus précise, pour moi, ça fait quand même office, j'ai presque envie de dire de pétard mouillé, tu vois. Il y a la déception qui me fait parler, j'en fais peut-être trop, mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces trois soirées, de la qualité des combats et même de l'organisation dans son ensemble? Alors, ouais, on va revenir sur les combats un par un, mais c'est vrai qu'au global, en tout cas, il y a une vraie déception sur la qualité des combats, enfin, on s'est quand même globalement bien ennuyé, pour rester poli, sur au moins les deux premières soirées. C'était beaucoup moins le cas cette nuit là, avec du coup le combat de Naoya Inoue. Mais les deux premières soirées avec du coup en tête d'affiche Teofimo Lopez contre Barboza, puis le lendemain Canelo contre William Skull. Ouais, c'était quand même très compliqué. Voilà, il y a eu du bien et du moins bien, mais on va dire que ça tournait autour du moyen médiocre, voire parfois vraiment du très très difficile à regarder. Surtout la soirée du vendredi. La soirée du vendredi était vraiment, en fait, ouais, tu parles à un non connaisseur de boxe, tu vas pas lui conseiller de regarder ses combats. Là, on est vraiment sur. Il y avait beaucoup de noms, hein, c'est comme tu le disais, ça faisait saliver, vraiment beaucoup de têtes d'affiche, beaucoup de mecs qu'on a vus en, en combat phare ces dernières années. Et là, c'était tout condensé en deux soirs seulement. Et pourtant, ouais, ça a floppé. Après, les affiches n'étaient pas toutes extraordinaires. Mais en tout cas, ouais, les performances n'étaient pas là. Il y a eu très peu déjà de KO, hein. C'est beaucoup de décisions, très peu de knockdown. Et voilà, c'était moins le cas, c'était pas le cas d'ailleurs dans la soirée de dimanche à lundi, là, la soirée qui se passe à Las Vegas, qui pour le coup a donné, pour ma part, de très bons combats. Oui, écoute, je suis à peu près d'accord.
Je crois que tu as raison. Donc effectivement, c'était Top Rank la soirée d'hier. J'avais vu passer que c'était affilié d'une manière ou d'une autre à la Riyadh Season, mais j'ai été trompé. Tu parlais de la soirée de vendredi, donc il y avait lieu de vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi chez nous. C'était le fameux event qui a pris place à Times Square. Alors moi, je suis très facilement hypable sur ce genre de truc, tu vois. Je fais partie des gens qui avaient rêvé de la Fight Island quand Dana White l'avait annoncé pendant le Covid à l'UFC. Et quand Turkey avait annoncé cet event à Times Square, tu sais, j'avais des yeux d'enfant, j'imaginais quelque chose Ouais. d'incroyable. Et de fait, ça n'avait jamais été fait. Mais le résultat, j'ai envie de te dire, c'était à l'image du reste, en fait. L'annonce était belle, mais en fait, le résultat, c'était vraiment pas à la hauteur. C'était pas ouvert au public, c'était ouvert, tout était fermé, cadenassé. Tu avais juste des VIP, des journalistes, et c'est tout. Et si tu voulais, toi, en tant que public, voir les combats à Times Square, en fait, tu pouvais pas. Tu regardais juste les écrans géants. Voilà, je Ouais, trouve il paraît que ça. c'était une catastrophe, hein. Les gens étaient très très loin, enfin, à part quelques privilégiés, mais la plupart des gens étaient vraiment très très loin et regardaient de coups sur des écrans. Et ça a donné une ambiance qui était morose au possible. Après, le cadre visuel était intéressant, parce que c'est vrai que pour le Oui, coup, c'était en extérieur, dans un cadre comme Times Square et tout. C'est vrai que c'était particulier, mais ouais, l'ambiance était tellement flopesque que ça n'a pas marché. donc on va rentrer. Alors il y avait que 4 combats, ce qui prouve bien que c'est quand même un événement, un event un peu particulier. On passe très vite sur le premier. Je donne le résultat du premier. C'était Raito Tsutsumi qui a battu Levele Whittington. Alors ce combat je ne l'ai pas vu, mais et de fait on va pas en parler. Hein, je donne juste le résultat. Par contre j'ai vu passer un avis, un commentaire de l'ami Alexandre Herbinet, à qui on fait un coucou et qui est, comme on le sait, un grand amoureux de la boxe japonaise. C'est pas un Et frère de Tutsumi, c'est pas le frère de l'autre, non? c'est fort possible, mais de mémoire, c'était son Oui, premier c'est son premier combat, combat. voilà, absolument. Et il a fait le job, il a gagné, mais selon Alexandre Herbinet, il a dit qu'il a fait une prestation qui n'était pas dinguissime. Voilà, il a assuré l'essentiel. Visiblement, il était un peu crispé. On va dire que ce sont ses débuts. Voilà, il a gagné. On en verra plus tard. On monte d'un cran, en tout cas au niveau médiatique, puisque le fameux Ryan Garcia affrontait Rolando Di Rolly Romero. Euh, alors c'était pour une ceinture WBA régulière chez les welters. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire et je ne vais pas chercher à le savoir. Ça fait partie des très nombreuses ceintures ou sous-ceintures. Je ne sais pas, il fallait visiblement donner un intérêt quelconque à ce combat. Et tu m'avais dit, avant le combat, attention, Romero, c'est solide et dangereux. Et bah, le fait est que, tellement dangereux et solide, qu'il a totalement fait déjouer Garcia pour un combat qui était... Je n'arrive pas à savoir si le combat a été en deçà des espérances à cause de Garcia qui n'a pas fait ce qu'on attendait, ou bien juste Romero a réussi à complètement annihiler son game. Toi, quelle est ta vision du combat? Ah, pour moi, c'est une grosse déception en fait. Parce que bah, tu le disais, mais j'étais plutôt fan de Romero que j'ai découvert l'année dernière. J'attendais vraiment un combat super distrayant au vu des deux boxeurs. Et en vrai, bah, ça a été une grosse purge quoi. Genre, je pensais, je savais que Romero allait le faire galérer. Mais même le fait qu'il puisse le battre, ça m'a pas surpris. Par contre, de cette façon-là, vraiment pas. Il a été super calculateur. Et franchement, à part le down au deuxième, il y a quasiment rien de concret dans le combat. Bon, Garcia, il a rien fait du tout. Romero, il a fait à peine plus. Et ça donne un combat qui est vraiment très décevant, beaucoup de calculs. Alors que Romero, on voyait justement de lui ce côté un peu, voilà, ça partait dans tous les sens. Il fait une grosse guerre contre Isaac Cruz l'an dernier, qui perd par KO au huitième, mais c'est un super combat. Il avait été très bon contre Gervonta Davis il y a quelques années maintenant, c'était en 2022, et combat qu'il avait également perdu. Alors peut-être que ces défaites par KO l'ont un peu assagi.
et que maintenant il cherche un petit peu plus uniquement à gagner, et il l'a fait assez nettement, hein. Je pense que la victoire souffre d'aucune contestation, mais c'est clair que c'est pas le combat que je montrerai à quelqu'un qui a envie de découvrir Romero, parce que ah ouais, je l'ai trouvé voilà, pas extraordinaire quoi. Il a, comme tu dis, il a annihilé Garcia, mais Garcia lui-même n'a jamais tenté non plus de faire quoi que ce soit pour remporter la victoire, à part une petite bataille de jab, mais vraiment pas rien quoi. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai été vraiment déçu par Garcia parce que j'attendais, comme tu viens de le dire, un petit peu plus quand même. On dirait qu'il n'a pas vraiment tenté, qu'il était un peu éteint. Et moi, j'ai l'impression que Garcia, il le confirme une nouvelle fois, notamment après le combat contre Tank. C'est le gars, quand il est dans sa zone de confort, qu'il arrive à dérouler, tout va bien. Mais si tu le mets un petit peu en difficulté, il a du mal à s'adapter, voire, en l'occurrence, il ne s'adapte pas du tout. Du tout. Peut-être que le down a aussi joué, hein, parce qu'il est mis au tapis au deuxième round. Le down n'est pas très violent, mais il est quand même touché. Et je sais pas, peut-être que ça change un petit peu la dynamique de son combat. Il y en a qui disent aussi, parce qu'il il a été suspendu à la suite de son combat contre Devin Haney l'année dernière. Et il y en a qui disent donc voilà, les performances avec stéroïdes et sans, ou je sais plus c'était quoi comme, Oui, comme comme supplément. voilà, comme supplément qu'il avait eu, mais en tout cas, avec et sans, la différence se voit, et c'est sûr qu'on peut faire la différence, parce que contre Devin Haney, il avait fait un super combat, il avait complètement dominé Haney, qui était invaincu jusque-là, donc c'était là, vraiment, d'une perf à l'autre, la différence est assez abyssale. Oui, absolument. Certains ont aussi pointé peut-être ces failles mentales qu'on avait déjà vu à nouveau contre Davis, puisque dès qu'il était allé au tapis pareillement, le combat il était sorti de son fight. En fait, voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est effectivement ce qui s'est à nouveau passé. Quelle suite imagines-tu pour les deux? Parce que pour Garcia, ça va devenir compliqué, parce que là, clairement, il a touché son plafond de verre plusieurs fois. Et Romero, comme tu dis, vu la prestation qu'il a offert, est-ce que tu as envie de le revoir et contre qui dans ce cas-là? Romero, le truc, c'est il y a il y a des affiches à faire, on va dire. Enfin, des affiches. À mon avis, le nom n'est pas encore assez vendeur, malgré la victoire sur Garcia. Il finit pas Garcia, donc peut-être que ça aurait permis aussi un peu de monter sa hype. Mais en tout cas, la KT est bien garnie. Là, on parle donc des welter. En tête d'affiche, il y a Jaron Ennis. Il y a Devin Haney qui est revenu, on en parlera très rapidement parce que ça vaut pas le coup d'en parler beaucoup. Il y a l'autre américain, Brian Norman Jr., qui est une des grosses valeurs montantes, prospect de 24 ans qui est très très fort. Donc il y a des combats à faire en tout cas, et je pense que Romero aura sa chance. En plus, tu disais qu'il y avait un titre régulier WBA, donc je pense qu'il y aura de quoi faire des combats. Garcia, ça va aussi se baser beaucoup sur les noms maintenant. Je pense que Garcia, ça va rester un nom un petit peu star, un petit peu connu. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est encore plus connu que Rolando Romero. Donc il y a des mecs qui vont aller vers lui, ne serait-ce que pour se projeter pour la suite. Des jeunes vont vouloir taper Garcia pour se mettre en avant. Et donc je doute pas de sa capacité encore à avoir quelques combats intéressants. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. Garcia, je l'imagine bien faire des money fights maintenant. Voilà, tu vois, en tout cas, Ouais, tirer et puis par. il peut servir de marchepied pour des Oui, prospects, hein. absolument. Absolument. Oui, parce que c'est quand même un combattant solide, à défaut d'être génial. Mm. Je vois les noms de surcotés partout. Non, parce qu'il n'a jamais été vraiment plus coté que ça non plus chez les vrais aficionados. C'est Donc, le boxeur Instagram par excellence. Je veux dire, c'est presque un de ceux qui a le plus, qui a le mis en valeur ce concept parce qu'on voyait beaucoup ses vidéos qui mettaient en valeur sa super rapidité. Il a fait aussi des très belles perfs, hein. C'est quelqu'un qui a battu des très bons boxeurs. Je me rappelle d'un KO au corps contre Campbell, contre Luke Campbell, voilà, qui était lui aussi un bon boxeur. Il a fait des belles performances. Après, voilà, là, il est actuellement classé 15e sur BoxRec. Je pense que c'est un classement qui est correct. Voilà, ça tient. Mais il n'atteindra pas les sommets. Mais ça reste quelqu'un qui est pas si évident que ça à battre, hein. Il est très rapide. Il faut réussir à annihiler cette chose-là. Et c'est pas évident. absolument. Alors, tu as cité le nom de Devin Haney. On passe au combat suivant. C'était le co-main event, donc le fameux Devin Haney qui affrontait José Ramirez. Moi, alors je vais le dire,
c'est facile de le dire de son canapé, certes, absolument. Mais Amy, j'ai ressenti de la haine pour lui, pour ce qu'il a montré. Ah, mais vraiment, mais ce Ça peut combat, s'entendre. ah, mais je l'ai trouvé, parce qu'en plus, les trois combats dont on va parler là, étaient tous en 12 rounds, ils sont tous allés au bout. Tu vois, il n'y en a aucun qui nous a fait le plaisir d'achever les hostilités. Et Amy, donc, remporte ce combat au point, mais ça a été un combat, j'ai l'impression qu'il a duré 3 fois plus longtemps que sa durée réelle. Il ne s'est quasi rien passé, et pour ne pas dire rien passé, avec un Amy qui a un très beau jeu de jambes, on connaît son style, mais là je trouve qu'il a franchi la limite qui sépare l'élusivité de la quasi-fuite. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune connexion dans ce combat. C'était un espèce Clément, notre boss à tous, à qui on fait un coucou, a parlé de pas chasser, c'était exactement ça. Et de fait, depuis 2 jours, tu as des mèmes et des gifs qui fleurissent sur Twitter pour montrer que c'était limite presque plus de la danse classique que de la boxe. J'ai rien contre les boxeurs, contre les stylistes. Pernell Whitaker est l'un de mes boxeurs préférés ever, mais il y a une limite quand même. Voilà. Et cette limite a été franchie pour moi dans ce combat. Est-ce que j'en fais trop ou bien est-ce que tu me rejoins quelque peu? Non, non, je te rejoins totalement. Je pense que c'est le pire combat que j'ai vu cette année. Et l'année dernière, on a fait Uppercut avec Arnaud. Et je sais pas si j'en ai vu un pire l'année dernière non plus. Euh, Vraiment, on est plus sur un non-combat que sur un combat en vrai. Il se passe rien. Il n'y a rien à dire sur ce combat. Franchement, j'ai quasiment pas pris de notes. Il y a rien quoi. Je, L'affiche était vraiment. Tu avais deux styles extrêmement opposés qui s'affrontaient avec, comme tu disais, un Devin Haney élusif, voilà, qui a tendance à gérer le footwork, etc. Il partait favori de ce combat. Il affrontait donc José Carlos Ramirez, qui est vraiment le pressure facteur par excellence, qui a misé toute sa carrière là-dessus, avancer, donner du volume, avancer, donner du volume. Il se trouve que Ramirez est aujourd'hui cramé et chaque combat avançant, on le voit. Et la pression, il ne met plus de pression. Il avance, certes, sur son adversaire, mais il n'arrive plus à imposer sa pression physique. Ça fait déjà bien 2 combats que ça se voit. Il a donc déjà perdu son dernier combat, c'était contre Barboza Junior, combattant dont on va reparler un petit peu plus tard. C'était l'an dernier, et c'était à ce moment-là une petite surprise. Mais déjà, sa victoire précédente était une victoire vraiment très à l'arrache contre un boxeur vieillissant. C'était Ranz Barthélemy, et il avait galéré pour battre ce mec-là. Il avait été contré plusieurs fois. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout de son chemin de pressure fighter. Il n'arrive plus, il est pas si vieux que ça, il a 32 ans, mais voilà, sa carrière, en tout cas sa carrière au plus haut niveau, a touché un petit peu son plafond. Et voilà, là il a couru après Devin Haney tout le combat. On est sur un 119, 109, 119, 109, 118, 110. Donc il a quasiment pas eu de round dans ce combat. Devin Haney, comme tu le disais, il a évité. Enfin, je veux dire, on n'est même pas sur un mec slicky qui est visuellement intéressant à voir, parce qu'il y a des footwork qui sont passionnants, il y a des footwork qui sont très élégants. Tu parlais de Pernell Whitaker, il y avait une élégance. Moi j'adore Sugar Ray Leonard, qui est vraiment mon boxeur préféré. Voilà, il y a une élégance, il y a un style visuel. Devin Haney, c'est pas que c'est nul, mais visuellement ça me parle moins. Je trouve pas ça si beau que ça à voir. Et là, oui, clairement, il a poussé le curseur trop loin. Il a pas, en fait, il cherchait presque pas le contre. Il a jabé quelque peu par-ci par-là, mais vraiment, il a fait le minimum du minimum pour gagner les rounds. Et c'était un combat assez pathétique. Non, mais je vais pas rajouter, je vais juste, histoire de tenter quand même de lui trouver une justification, sinon une excuse. J'ai vu passer un commentaire sur Twitter qui m'a interpellé et qui disait que Amy était possiblement atteint du syndrome Joshua post-Ruiz. Tu vois, quand Joshua, après son premier KO contre Ruiz, enfin son KO lors de leur premier combat, est devenu dans la revanche et dans les combats suivants ce boxeur excessivement prudent, presque jusqu'à la crainte.
tu vois, et que peut-être Haney, du fait du combat perdu contre Garcia, alors il n'y avait pas eu de KO, mais il était allé à terre, il avait perdu, il Oh, avait il a été été à terre malmené. plusieurs fois, il a perdu et au final, son compteur est toujours à zéro parce que Oui, la commission avait suspendu. C'est un combat qui a fini sur un no contest. absolument. Mais il Il a été avait, au round, il a été au sol 3 fois dans le combat. c'est ça, voilà. Et que peut-être, bah, ça l'a tellement marqué que, voilà, comme c'était son combat de retour, il a voulu assurer. Mais Je suis pas alors ça, certain, hein. Il était déjà un petit peu comme ça avant. Peut-être là, on est vraiment sur l'extrême. Mais en vrai, c'est déjà plutôt son style, hein. Il a toujours fait à peu près ça. ouais, non, mais c'est compliqué. Et on peut imaginer que si était à l'affiche, à la même affiche Garcia Eni, c'était pour teaser un éventuel rematch. Vu la défaite de Garcia, je sais pas. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, vu la prestation de Eni, je sais pas si c'était même vendable malgré une Ah victoire de non, non. Garcia. Non, là, faudra pas se baser là-dessus, hein. C'est Je sais pas. Ouais, effectivement. clairement. Clairement, là on est, voilà, il est repassé deuxième de la KT derrière Jaron Ennis, mais ouais, je sais pas. Les gens vont pas se bousculer pour l'affronter parce que ça reste un nom, mais il est chiant à boxer et il est pas vendeur quoi. Donc non, Ah, personnellement, c'est je vrai vois qu'en pas de plus, suite. Et puis Ramirez, là, c'est finito pour moi, hein. Voilà, il y a plus, faut arrêter de tirer sur la corde quoi. donc on va passer au main event. Donc on baisse à chaque fois de KT. On est passé des 147 aux 144. Maintenant on est chez les 140 livres en super léger. Et tu as cité le nom de Arnold Barboza Jr. Et ben, qui a affronté Teofimo Lopez. Alors là c'était pour la ceinture Ring Magazine et la ceinture WBO. Donc des super légers, des vraies ceintures contrairement à celle de tout à l'heure. Et écoute, alors on a une victoire de Lopez au point, pareil, en 12 rounds. Alors, le combat est bien meilleur que les deux précédents. Pour autant, je ne l'ai pas trouvé génial pour autant. Voilà. Mais comme on sortait de deux quasi-purges, dont une purge totale pour le co-main event. Par comparaison, ce combat-là, on a presque peut-être tendance à le surnoter, mais si on veut être un peu objectif, moi j'ai été un petit peu déçu par Teofimo Lopez. Est-ce que toi il en est de même ou bien as-tu trouvé motif de satisfaction? Ah bah, en fait, pour moi, dans ce combat, on n'a rien appris. Ça a juste confirmé deux choses qu'on savait déjà. Alors, Teofimo, c'est un spécialiste pour se mettre juste au-dessus de son adversaire. Donc, Exactement. Je ça suis tout limite à fait d'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te excessivement dire. sa capacité à briller en combat, hein, parce que du coup, comme il se met juste au-dessus, bah, c'est pas très brillant. Et Barboza, que je voyais à l'époque très limité, c'était avant son combat remporté contre Ramirez l'an dernier. Je trouvais que c'était un mec très limité. Quand on avait fait la preview du combat, je me disais non, bah, Ramirez il va le monter en l'air, c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment un client en merde. Ça sera jamais un grand champion, mais il est suffisamment complet pour poser beaucoup de soucis, voire battre des mecs supposés plus forts que lui. Ça a été le cas avec Ramirez l'an dernier, et ça a été le cas aussi avec Catterall en début d'année. Jack Catterall qui arrivait comme gros favori et qui s'est fait aussi prendre au piège et qui a perdu sur une décision partagée. Ramirez, on comprend maintenant qu'il était cramé, mais en tout cas, il avait fait deux belles perfs, ce Barboza, dont personne ne connaissait le nom. Et, euh, et là, il s'est retrouvé du coup à poser des problèmes, on va dire, à Teofimo, de par son côté un peu hermétique, assez fermé. Et voilà, il fait tout bien. Il fait rien d'extraordinaire, mais il fait tout bien. Et donc, dans ce combat, Teofimo, il a fait tout un peu mieux. Il a un meilleur coup d'œil, c'est un bien meilleur boxeur. Et il a fait le taf pour remporter ce combat, mais encore une fois, il a pas brillé. Comme souvent, il n'a pas brillé. C'est un mec il passe pas à côté de sa carrière, mais il passe à côté de la carrière qu'il pourrait avoir en tout cas. Je pense que c'est vraiment un très très bon boxeur. Il pourrait faire beaucoup mieux. Ses dernières sorties là maintenant, il a pris un Steve Glaggett qui est vraiment inconnu au bataillon. C'était un combat de reprise. Il a pris Jamie Ortiz qui est un bon boxeur, mais pareil, il avait à peine dominé le combat. C'est vraiment ses dernières grosses perfs, c'est contre Josh Taylor. Donc maintenant ça fait 2 ans. Et là il avait battu très nettement un boxeur qui était invaincu, qui dominait largement la catégorie. Et maintenant Teofimo, ouais, c'est le meilleur de la catégorie. On est chez les super légers, mais c'est une caté qui est un peu pauvre en ce moment. Donc il domine la caté, on peut pas dire le contraire, mais il n'y a pas de gros noms.
Donc les seules affiches qui m'enflamment un peu, ça serait contre Subriel Matias, le portoricain, qui est un terrible puncher, très, très bon boxeur. Donc là, ça pourrait être un peu... Je crois qu'en plus le combat avait été envisagé. Il avait été reporté à la suite annulé à la suite d'une blessure. Sinon, on a un styliste américain, Richardson Hitchens, qui est un très bon boxeur. Et s'il veut vraiment des affiches, en vrai, il faut bouger de KT, soit descendre pour aller, ou alors attendre que ces mecs la montent, parce qu'en dessous, on a Shakur Stevenson, on a Keishon Davis, on a Gervonta Davis. Donc là, ça peut faire des grosses affiches avec des gros noms. Ou alors on montait, et en montée, il y aurait Jaron Ennis, par exemple, ou Devin Haney qu'on citait pour des noms un petit peu plus ronflants. Mais voilà, pas pareil. C'est un combat certes meilleur que les deux qui ont été cités avant, mais c'est pas un grand combat. C'est un combat qui sera très rapidement oublié. Et il faut qu'il fasse attention, Teofimo, parce qu'il y a beaucoup de ces combats qui risquent d'être rapidement oubliés. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, non, c'est une très belle conclusion. Mais je vais te poser juste une dernière question concernant Lopez. Vu sa mentalité, tu vois, comme tu dis très justement, il fait ce qu'il faut. Il n'en rajoute jamais. Il s'adapte au niveau de ses adversaires juste pour se hisser un poil au-dessus. Est-ce qu'il a la mentalité pour justement, aurait-il la mentalité pour descendre ou monter et aller chercher des challenges? Parce que moi j'ai l'impression que ça lui convient en fait, sa situation. Bah, il est déjà monté. Parce qu'à l'époque, il était du coup dans la KT des légers, donc maintenant il est en super léger. Il avait affronté à ce moment-là, c'est là où il s'est fait connaître hein, en battant Lomachenko. C'était pas le premier à avoir battu Lomachenko parce que Lomachenko avait perdu il me semble, son deuxième combat pro, mais c'était le premier à mettre fin à cette grosse série où Lomachenko à ce moment-là était imbattable, était un des boxeurs, un des meilleurs boxeurs toutes KT confondues, et donc c'était Ofimo qui avait arrêté cette hype. Et donc ça c'était en léger, c'était un gros léger à l'époque, Oui, et absolument. il était monté, donc maintenant depuis il fait sa carrière en super léger. Je pense qu'il est capable parce que c'est pas uniquement de sa faute, parce que comme je disais, la KT est assez pauvre, hein, donc ça manque de gros noms et de défis intéressants. Peut-être qu'un jour il sera apte à monter. Monter, il rencontrerait des mecs qui sont aussi vachement plus balèzes, hein. Quand on parle de Jaron Ennis, etc., là c'est des mecs qui sont très forts et qui sont en plus plus gros, plus lourds, etc. Donc c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, moi ça reste un boxeur que je suis, et donc le combat contre Mathias me sauce bien. Je serais très content de voir ces mecs-là s'affronter. Ça pourrait être en tout cas un gros défi. Il a que 27 ans, hein, Teofimo, donc il a quand même pas mal de belles années devant lui encore. Oui, non, tu as tout à fait raison. Mais néanmoins, j'ai l'impression que toutes ces KT dont tu parles, tous les noms que tu as cités, ils mettent du temps à s'affronter quand même beaucoup, les gars, tu vois, de temps en Bah, ça a temps. été le cas en léger, oui, on a beaucoup dit. Oh, Le quatuor Garcia, alors il y avait quoi? Il y avait Ryan Garcia, Lomachenko, Gervonta Davis, il y avait Devin Haney, et ces mecs-là s'affrontaient pas, ils ont mis très longtemps avant de le faire. Shakur Stevenson qui maintenant a intégré aussi le gratin, qui n'a pas affronté les autres. Donc oui, c'est un peu la problématique, c'est la problématique des ceintures aussi, hein. Après, honnêtement, je vais pas cracher dans la soupe. Dans la boxe, actuellement, on a plus d'unification, pas dans ces catégories-là, certes, mais dans beaucoup d'autres catégories, on a vu des gros combats entre des gros combattants qu'on n'aurait peut-être pas vu il y a 10 ans. Voilà. Genre oui, les Usyk Fury, les Bivol Beterbiev, voilà. On a des grosses unifications entre gros combattants quand même. c'est vrai. Et là, on peut, dès lors, c'est le paradoxe de ce podcast. On a commencé en râlant sur les events de Turquie, mais c'est quand même grâce à lui et grâce à tous ces events estampillés Riyadh Season qu'on y a droit. On quitte Times Square vraiment sans regret pour se diriger dans la maison mère, à Riyad même, puisqu'il y avait la deuxième partie de la Fatal Fury. Bien que ce soit à Riyad, l'event était en pleine nuit, parce que Canelo en main event, tout son public, c'est le Mexique, les États-Unis, donc l'argent suit. Et on va parler des trois, enfin, sur les quatre principaux combats, on va revenir sur trois. On va passer très rapidement sur Badou Jack qui a battu Noël Mikielian.
Combat qui était Badou Jack. Le fait que Badou Jack, il a quel âge maintenant? Il a 41 ans, Oula, je crois. il doit être bien. Attends, mais je vais te dire ça. Il a 41 ans exactement. C'est ça, Et il a 41 eu ans. des longs layoffs, hein. Enfin, il me semble que il a été assez. Oh bah, tu sais quoi, je regarde même pas en fait. Je pensais, mais non, il a été moins actif, mais au final, il est toujours. Là, il avait pas combattu depuis 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans. Voilà, et le fait que quand tu n'as pas combattu depuis plus de 2 ans et que tu remportes un combat au Oui, point et puis comme ça, en plus, c'était pour le titre WBC des cruisers, hein, donc des lourds légers. absolument, ouais, ouais, ça Ça, c'était c'est une grosse performance quand même. grosse performance, mais là, je reviens à ce que tu disais juste avant, la catégorie quand même est un poil triste en ce moment, je trouve. Oui, bah, son adversaire, c'est marrant parce que du coup, alors je l'ai pas traité, mais en fait, on devait. Il y a un combat qui était prévu l'an dernier pour Michael Jones. Il me semble que c'était contre un Polonais qui s'appelait Rosiski. On rigolait un petit peu avec Arnaud parce il avait un peu la tête du méchant nazi dans les films. Et, euh, et du coup, ce combat avait été reporté 3 fois. Donc 3 fois, j'ai fait un petit peu la preview de ce combat. Il n'a jamais eu lieu. Donc j'avais pas vu combattre Michael John l'année dernière. Mais là, du coup, il s'est retrouvé contre Badou Jack. Et en plus, il perd le combat. Bon, décision majoritaire. On est sur un 113-115 2 fois, 114-114. Oui, Ouais, c'est pas non, le combat le plus important de la carte, hein, clairement. absolument, absolument. Et donc, alors là, par contre, on va parler de quelqu'un qui nous fait toujours, qui nous sauce bien. On est chez les poids lourds avec Martin Bacolé qui a affronté Efe Ajagba. Bacolé, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en short notice contre Joseph Parker et il avait été mis KO, round 2 ou 3, je me souviens plus, mais enfin bon, il avait pris le combat au sens propre du terme la veille, il était totalement hors de forme. Il est venu prendre son chèque et se mettre dans les bonnes grâces de Turquie. Donc, à la limite, c'était pas vraiment significatif. Et en même temps, ça avait un petit peu cassé sa mystique, j'ai envie de dire. Donc là, on était un peu. Moi, j'étais impatient de voir ce qu'il allait faire. Et c'est un combat, écoute, qui m'a frustré en fait. C'est parce que j'ai l'impression, ça fait partie de ces combats qui ne démarrent jamais vraiment. Avec un Ajagba qui se méfiait à juste titre du punch, de la force de frappe de Bacolé, donc qui a tourné un peu tout le combat. Très beau footwork, il a réussi à échapper justement au coup de Bacolé. Mais moi, ça m'a frustré parce que quand tu regardes les poids lourds, surtout quand Bacolé est à l'affiche, c'est pas vraiment ce que tu attends, tu vois. On a beau parler, on aime bien les stylistes, oui, certes, mais là, il y a notre instinct primal qui parle. Et là, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu volé, tu vois, de ce combat. Qu'est-ce qu'il en a été pour toi? Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je trouve que Ajagba, il a un style qui est vraiment appréciable. Il est complet, il a un bon coup d'œil, mais dans ce combat, il a vraiment été trop peu actif. Il a passé le combat reculé. Il a certes esquivé et bloqué la plupart des coups, mais il a vraiment trop géré. Et il a trop peu cherché le contre, même dans ce combat. Donc, tu sentais il avait vraiment peur de la puissance de Bacolé. Euh, il a bien taffé en jab, mais vraiment ça a pas suffi. Après, je suis assez déçu de la perte de Bacolé en vrai. Je suis surtout déçu de son implication. Il est arrivé sur le ring, il était à 135 kilos, donc c'est quasiment en fait comme contre Parker. Mhm. Et, et j'ai vraiment senti qu'il n'était pas au sommet physiquement, quoi. C'était 135 kilos, mais pas 135 kilos avec la prépa physique derrière. Mhm. Donc c'est vraiment dommage parce que il a beaucoup avancé, il a semblé meilleur sur le combat et je pense qu'avec un physique et un cardio un poil meilleur, il prenait la décision assez facilement. Il a montré sur certaines accélérations, sur la variété des coups qu'il était vraiment au-dessus, mais il n'avait pas la caisse pour mettre le dernier coup d'accélérateur. À mon avis, il pouvait même espérer finir le combat s'il avait ce cardio qui lui a manqué dans ce combat. Le nul est assez. Ouais, j'aurais peut-être presque mis la décision à Bacolé, hein, une légère décision, mais le nul n'est pas non plus un scandale. Ouais. À mon avis, le nul, de manière, c'est presque le karma qui a parlé en fait. Tu vois, c'est comme si avait été sanctionné le manque d'activité des deux. Comme tu dis, Ajagba ne sait pas, n'en a pas assez fait, n'a pas été assez agressif du tout. Il n'est pas rentré dans le fight. Et Bacolé, il aurait fallu lui aussi qu'il insiste un petit peu plus. Voilà. Alors peut-être en était-il pas capable, mais moi je te dis, moi je reste sur cette impression de fight. J'ai vu une moitié de combat en fait. Voilà, tu vois, comme s'il manquait la fin, il manquait quelque chose et c'est un poil frustrant. Voilà, mais bon, maintenant tu verrais qui?
pour l'un et pour l'autre, parce qu'ils se sont un peu mis dans une impasse à cause de ça, à cause de ce Ouais, combat. bah, non, mais vraiment, parce que comme tu dis, ça bloque un petit peu la suite. Parce que Collet, maintenant, ça fait deux résultats, disons, Mm. peut-être pas négatifs, mais pas loin. Après, ça les handicape pas complètement non plus. C'était deux gros noms, ils ont fait match nul entre eux. Bon, après, c'est une caté qui regorge, je trouve. On est vraiment, on n'est pas dans la Golden Era des poids lourds, mais on est vraiment sur une belle période, je trouve, avec beaucoup de combattants intéressants. Beaucoup de. Attends, je vais te sortir le classement, parce que là, je l'ai pas sous les yeux, mais vraiment, je trouve qu'il y a quand même de quoi faire dans cette catégorie, pour l'un comme pour l'autre. Et autant ils n'ont pas gravi les échelons, autant ils ne sont pas non plus tiré une balle dans le pied. Voilà, donc en ce moment, tu as Usyk donc, qui trône au sommet de cette catégorie, tu as Dubois qui va bientôt l'affronter, et sinon tu as Kabayel qui brille, tu as Joseph Parker qui a eu des très bons résultats. Après, des noms, comme pour l'un comme pour l'autre, tu vas en trouver, hein, que ce soit le Eiji, donc Anthony Joshua dont tu parlais. Tyson Fury a annoncé son retour, donc why not. Et après, franchement, il y en a plein. Ergovic est toujours là. On a l'américain Richard Torres qui arrive assez en force. On a toujours Jared Anderson. On a l'Ouzbek Jalolov qui est un des gros espoirs. Alors, il a eu une longue carrière amateur, donc il n'a pas beaucoup encore de combats pro. Mais Jalolov, c'est un mec qui peut truster la première place tellement il est fort. Il y a pas mal de monde. Ça fait un moment que je dis que je pense qu'on a un top 15, top 20 assez resserré, avec beaucoup de mecs qui peuvent ils peuvent se battre à peu près tous, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et ces deux-là sont clairement dans ce groupe de combattants. Bacolé, normalement, il est plutôt situé dans la tranche haute et il peut potentiellement battre plus de monde que ça. Mais bon, il faut voir. Là, ça fait quand même deux combats. Le premier, certes, ce n'était pas de sa faute, hein, c'était un short notice, mais ça fait deux combats où on le voit arriver en méforme sur le ring, et il y en a un où il a pris une rouste et un où il n'a pas réussi à gagner. Donc, Mm. faudra faire Absolument. attention. Et, écoutez, là, on a été officialisé de manière officielle. On en profite pour parler chez les poids lourds. Viens de citer Usyk et Dubois. Comme ça fait longtemps que tu n'as plus parlé boxe sur le podcast, voilà, ça a été officialisé pour le 19 juillet. Unification de titres. On y reviendra, bien entendu. Mais ça va arriver vite, mine de rien. On Mhm. monte. Alors là, on descend en poids, et on monte sur la carte. On est le co-main event, alors qui nous touchait tout particulièrement, bien sûr, puisque c'était le rematch entre Jamie Munguia et le Français Bruno Suras. Bruno Suras, je crois que Arnaud et toi, vous l'aviez mis upset de l'année. Son combat, il avait mis le premier combat en décembre où il avait mis KO Munguia. Je me souviens plus des cotes, mais c'était absolument absurde tellement il était underdog. Et donc, tout le monde attendait ce rematch. En plus, il est à l'affiche avec une carte où il y a Canelo, donc il y avait un possible affrontement avec Canelo en cas de victoire. Donc, il y avait beaucoup de choses dans la balance, si je puis dire. Et je sais pas trop quoi penser de ce combat en fait, parce que on était biaisé forcément, donc tu vois. Mais est-ce qu'on n'a pas vu Suras un petit peu trop beau dans sa capacité à le faire, tu vois? C'est-à-dire, faut pas oublier quand même, c'était un upset le premier combat. Là, j'ai l'impression que Munguia, cette fois-ci, il est arrivé préparé. Non pas qu'il ne l'était pas pour le premier combat, mais je pense que le premier combat, clairement, il ne l'avait pas pris au sérieux. Donc il n'était pas. Là, il savait qui il affrontait. Et Munguia, bah, il a fait un combat que je qualifierais de solide. Si tu vois ce que je veux dire par ce terme. Il a tout verrouillé de façon à pas avoir de surprise. Qu'est-ce que toi tu as pensé? Est-ce que le combat, toi, t'a déçu ou bien c'était ce que tu attendais à peu près? Tu sais quoi, j'ai commencé mes notes par c'est à peu près ce que j'attendais. Voilà, donc, non, Voilà. mais tu le disais, nous, comme quasiment tout le monde, hein, tout le monde de la boxe a assez unanimement considéré que le premier combat était l'upset de l'année. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu que c'était considéré comme le plus gros upset de l'histoire de la boxe en France. Il y en a qui considèrent que c'est un des upsets de la décennie au niveau mondial. Enfin, ouais, c'est vraiment, en tout cas, c'est un énorme upset. Il y avait plein de facteurs qui indiquaient ça. Suras, c'était même pas le meilleur combattant de la catégorie. Enfin, c'est en français, hein, je veux dire. Mm. Suras, c'est un mec de la catégorie du dessous. C'est un mec il avait très peu de KO à son actif.
Munguia n'avait jamais été mis KO. Enfin, il y avait plein de. Et c'était au Mexique. Et les facteurs étaient multiples pour mettre en condition cet upset. Il se trouve que pendant le combat, on avait vu aussi un upset parce que Munguia avait quand même bien bougé. Il avait envoyé Suras au tapis. Il avait dominé assez nettement avant d'être pris par ce contre super puissant de Bruno Suras. Le combat, moi, c'est à peu près ce que j'attendais parce que c'était la confirmation que le premier combat était bien un upset. Suras, il n'a pas été ridicule, hein, loin de là. Il a utilisé la tactique nécessaire pour ne pas l'être. Il est resté bien protégé derrière une garde hermétique. Il a plutôt bien géré les assauts de Munguia. Il a cherché un petit peu le contre magique, comme il avait réussi à le placer au premier. Mais Munguia, il était beaucoup plus actif et surtout, voilà, comme tu disais, il a été plus sérieux. Il n'a pas laissé l'ouverture se produire. Il a montré qu'il était le meilleur combattant. Munguia est le meilleur combattant des deux. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le premier combat n'avait pas prouvé l'inverse. Il avait juste prouvé que dans la boxe, tout peut arriver. Mais voilà, c'était une belle histoire. Je suis très content. Suras a l'air d'être un très bon gars, donc je suis très content. Il a réussi à écrire déjà l'histoire de sa vie avec cette victoire au premier combat, et il a réussi à montrer qu'il était loin d'être ridicule au deuxième. Voilà, il a pris beaucoup, enfin des chèques que très peu de boxeurs en France peuvent espérer, donc c'est très bien. Je suis content pour lui. Maintenant, je pense ça va redescendre un petit peu et il aura peut-être d'autres chances au haut niveau, mais en tout cas, je pense que l'enflammade, en tout cas, va prendre un petit peu fin. Ouais, absolument. Mais je pense comme toi qu'il va pas forcément disparaître, tu vois. S'il avait été Non, mis non, non. KO en deux trois rounds où vraiment on aurait pu se dire bon bah c'était qu'un feu de paille, là c'est pas le cas. Il était sur une carte très en vue, qui sait pour la suite, voilà. Il a Et 26 ans, hein, Suras, il est encore en plus, jeune. absolument, Et absolument. puis en France, il y a moyen de faire des affiches, hein. Je rappelle que là, on est en super moyen, et en super moyen, c'est l'AKT où on a le plus de. Enfin, il est classé chez les moyens, mais en super moyen, il y a vraiment de quoi faire. On a Christian Mbili, on a Kevin Lelesadjo. Voilà, il y a des gros noms pour faire des gros combats franco-français. Oui, absolument. Oui, oui, mais une catégorie aussi qui est un peu particulière parce que là aussi les gens s'évitent, se rencontrent pas. Il y a un peu un petit côté frustrant. Et Munguia, tu penses c'est quoi? C'est Canelo la suite? Ah bah non, franchement, je pense pas. Canelo l'a déjà pris, il l'a battu. Munguia avait pas été ridicule, mais il avait quand même perdu assez nettement ce combat. Munguia avait été au sol d'ailleurs dans ce combat. Non, non, je crois pas. Munguia, il va se replacer dans le top de la KT parce que hors Canelo, bon, on va le voir tout à l'heure, mais il Mm. surdomine cette catégorie depuis maintenant quand même très longtemps. En dehors de ça, Munguia fait très clairement partie des meilleurs, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Il est classé troisième actuellement sur BoxRec entre Canelo et derrière Canelo et derrière Christian Mbili. D'accord. Donc après il y a Hamza Shiraz qui a un petit peu déçu récemment mais qui a un gros prospect de la KT. Il y a Pacheco qui devait affronter Mbili. Il y a un Cubain dont on a beaucoup parlé dans Hypercute l'an dernier, c'est Iglesias, très très fort, très puissant. Non, c'est une belle KT avec des bons boxeurs. Il y a de quoi faire des belles affiches. Mais moi, Munguia, ça reste un bon boxeur. Lui aussi, hein, il a été connu assez jeune. Il a défendu beaucoup. Je crois que c'était une ceinture WBO à l'époque. Et donc c'est un mec il a que 28 ans, hein, donc il a encore Mm. quelques belles années devant lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont jeunes tous les deux, absolument. Mais l'activité fait que. Et, bah écoute, on va rester dans cette KT. On a cité son nom plusieurs fois durant le podcast. C'était pour la ceinture unifiée des super moyens entre Canelo, voilà, qu'on ne présente plus, et William Skull. Tu disais du combat précédent qu'il s'était déroulé exactement comme tu l'attendais, et j'ai envie de dire la même chose de celui-ci. Tout le monde avait pointé le trop gros écart entre les deux. Et ça s'est confirmé, mais si ce n'est que Canelo, je trouve que il a été comme il est depuis quelques années, c'est-à-dire c'est le Canelo gestionnaire. Je lui en veux pas particulièrement vu la carrière qu'il a, vu son âge. Je comprends qu'il en fasse pas plus que de raison, mais c'est pas hyper excitant à voir quoi. Et là le combat, il y avait un tel écart entre les deux que c'était même là l'upset, j'y ai jamais cru. Tu vois, c'est aller au bout et j'ai trouvé ça poussif en fait. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Sachant que tu aimes bien Canelo.
Oui, oui, bah, j'aime beaucoup Canelo. Après, en vrai, c'est quand même difficile de pas aimer Canelo. Enfin, il y en a peut-être la personnalité ou je ne sais pas, mais ne pas aimer le boxeur, c'est quand même assez difficile. C'est un mec qui a quand même marqué profondément cette décennie. C'est un mec qui a le style à la fois. Enfin, bon, comme tu dis, là, il est gestionnaire, mais il a une carrière quand même basée sur un style très offensif. Il a des KO majeurs à son actif. Défensivement, c'est un excellent boxeur. Il a des confrontations assez légendaires. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même difficile de. Je trouve que les gens dans l'ensemble sont quand même très sévères avec Canelo. On se base beaucoup sur ses quelques derniers combats. On se base beaucoup sur son non-combat contre Benavidez pour en faire, pour dénigrer un petit peu. Mais je trouve dans l'ensemble, c'est un des plus gros boxeurs de la décennie. C'est un des plus gros boxeurs de l'histoire. Il faut imaginer, il a quand même 63 victoires, Canelo. Il a commencé très très jeune. Il a 34 ans aujourd'hui. Je pense qu'il affrontait déjà des gros noms qu'il avait 22 ans. J'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça une infographie où tu voyais donc les combats contre des champions. Voilà, combien de champions il avait à son actif. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était plus de 20, alors que même les gros noms actuels comme Terence Crawford, Inoue, Usyk ont beaucoup moins de champions à leur palmarès. Ils ont affronté des très bons boxeurs certes, mais lui il a battu. Et donc là il en a ajouté encore un autre, et je pense d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il a choisi ce combat là. C'était un mismatch, c'était attendu certes. Skull n'est pas un mauvais boxeur, hein. Je trouve qu'il a un peu trop évité le combat comme beaucoup face à Canelo, mais il a été peu actif. Canelo n'a pas été beaucoup plus actif que lui, mais ça a plutôt suffi. Je trouve la perf reste appréciable, on va dire. Il ajoute un champion du monde à son palmarès. C'est pas le meilleur, ok. Il ajoute un mec invaincu à son palmarès. Et, euh, et voilà, donc non, c'est un combat d'activité, on va dire, pour Canelo. Il en a eu pas mal ces dernières années, hein, je suis d'accord. Mais bon, il a 34 ans, et comme je disais, il a 63 combats, 63 victoires, 2 défaites, 2 nuls à son palmarès. Ça va, quoi. C'est genre, il unifie Alors, je sais pas s'il y avait la WBA, parce que BoxRec, je sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais BoxRec a un bif avec la WBA. Du coup, ils ne mettent plus il ne notifie plus les champions. Genre, tu ne sais pas. Tu ne sais plus qui est champion de WBA. Il faut aller voir sur d'autres sites. Donc, bon, là, en tout cas, j'ai pas l'info, mais il est donc champion IBF, WBC, WBO. Il a ajouté encore une ceinture IBF. Enfin, je crois qu'il a unifié 2 fois la catégorie des super moyens. Ça fait maintenant, je sais pas, au moins 6 ans, 7 ans qu'il martyrise cette catégorie, hein. Depuis sa double confrontation, triple confrontation maintenant contre Golovkin, ce qu'il fait à la catégorie des super moyens, c'est genre il vient, il va faire un tour en lourd léger, en mi-lourd hyper contre Bivol, il revient, il rebat tout le monde. Enfin, il y a quand même pas photo, quoi. Il est très très au-dessus dans cette catégorie. Oui, non, non, mais absolument. Je me souviens que vous aviez déjà eu ce débat avec Arnaud dans un des derniers Uppercut de l'année dernière. Et moi, j'étais d'accord avec Arnaud. J'entends tout ce que tu dis et je suis d'accord. Mais justement, Canelo, on attend, vu que c'est un boxeur supérieur, on attend toujours plus. Tu vois, quelque part. Et on peut être déçu, effectivement, quand qui aime bien châtie bien. Et quand il prend ce genre de boxeur, tu te dis, c'est limite un coup pour rien. Il faut le faire, bien sûr, et l'upset est toujours possible, mais voilà, on attend peut-être plus, voilà, plus d'un talent comme ça. Et le plus, on va l'avoir, puisque Terence Crawford est monté sur le ring à la fin du combat pour faire le face-off et officialiser de manière totalement officielle, enfin, cet affrontement donc entre Canelo et lui, qui aura lieu en septembre, je crois, me semble-t-il, ou un peu plus tard, je sais Ouais, pas. ouais, non, ça parle alors, c'est en septembre, ouais, le 12 septembre, exactement. Voilà, c'est ça. Donc d'ici la À fin. Las Vegas. Voilà. Donc là, ça va être, voilà, là on parle. Là on parle. Voilà, là ça va être. Après, de ce que j'ai compris, le combat sera en super moyen et pas dans un point intermédiaire, Hmm. hein. Donc Oui, oui, les oui, ceintures, les ceintures réunifiées des super moyens seront en jeu. Enfin, on parle. Je suis très très content parce que là, pour le coup, grosse affiche, gros nom. Terence Crawford, on en a parlé plein de fois. C'est un boxeur génial, un des meilleurs boxeurs de ces dernières années. Beaucoup de KT en jeu, machin. Mais ça reste quand même 2 KT. Enfin, il monte de 2 KT pour aller Hmm. taper un des plus gros exploits qu'on ait jamais vu, quoi. C'est, Absolument. Oui, absolument. Mais ça va être, ça fait partie du challenge, ça. Non, non, mais clairement, il y aura le côté pétillant que tu retrouves
pas récemment dans les combats de Canelo. Je veux dire, là, nous, on l'a vu quand Canelo a été depuis Bivol, en fait, en 2022, on a pu ce sel, en fait, cette étincelle d'avant un combat. Et là, quand les deux seront sur le ring, différence de poids, pas différence de poids, etc., ils seront sur le ring tous les deux et ça va donner quand même quelque chose. Et vu le talent de Crawford, on espère quand même que combat il y aura. Absolument. Non, mais tu as tout résumé, je suis tout à fait d'accord. Quand tu dis, voilà, ça manquait d'un peu de pétillant, et là, on va l'avoir. Le pétillant qu'on aurait eu contre Benavidez, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Exactement. Et on retourne aux États-Unis, à Las Vegas cette fois-ci, au T-Mobile Arena exactement, puisqu'on avait en tête d'affiche Naoya Inoue face à Ramon Cardenas. Mais avant ça, on va vous parler de deux combats. Le premier, c'est Juan Polanco contre Fabian Andrés Maidana. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat? Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de l'event dans son ensemble? Et ensuite, je te lance, tu pourras enchaîner avec ce combat-ci en particulier. Alors, l'event était cette nuit, hein, donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Malheureusement, je n'ai pas vu ce combat-là. D'accord. J'ai vu les deux mains, enfin le main, le co-main. Enfin, le main j'ai et vu, co-main, d'accord. ouais, c'est ça. Et j'ai vu un bout de Emiliano Vargas, qui est donc je vais juste citer son nom comme ça. C'est un Américain de 21 ans. C'est en welter. Il a gagné au deuxième round. C'est un gros espoir à suivre. Il est très très intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez regarder Emiliano Vargas. Après, je sais pas si toi t'as vu ce troisième combat sur la carte, mais moi pour le coup, je ne l'ai pas vu. Absolument pas. Donc on va passer au co-main event et là on a un de tes chouchous qui combattait, à savoir Rafael Espinoza contre Edouard Vasquez. Nous sommes et c'était pour le titre WBO des plumes. Et vu le résultat, donc Espinoza l'emporte par KO au 7e round sur 12, donc c'était un championnat. Est-ce que il a été tel que tu l'attendais, toi qui le vois avec les yeux de l'amour? Oui, Espinoza, comme tu dis, c'est un de mes chouchous, hein. C'est un boxeur qui est assez atypique parce qu'il est très grand pour la KT, mais malgré sa taille, en fait, il va mettre beaucoup de volume, il va travailler beaucoup à l'intérieur. On a quelques boxeurs un petit peu comme ça récemment, mais là, c'est vraiment l'archétype de ce mec-là, très guerrier, mais à la fois très grand, il avale un petit peu ses adversaires. On l'avait vu dans une double confrontation contre Robézy Ramirez. Donc moi je l'avais découvert comme ça, hein, donc c'était un énorme upset. Il avait battu Ramirez dans un super combat où les deux avaient été au sol, et la revanche a fait un petit peu pchit parce que du coup Ramirez s'est blessé et le combat n'avait pas été au bout, même si Espinoza dominait à ce moment-là. Là il a pris Edouard Vasquez. Vasquez, c'est pas un nom, mais il avait 2 défaites sur des décisions serrées contre le très bon Joe Cordina et l'excellent Raymond Ford. Donc Vasquez, c'était, on va dire, solide, et Espinoza, avec son style si particulier, il l'a fait exploser comme un popcorn, quoi. Il a avancé, et il me semble que c'est au 7e round, il va au sol, et puis finalement il se fait arrêter derrière. Il prend une série de coups au corps assez diaboliques. Non, c'était une belle performance face à un adversaire, certes pas majeur, mais solide, et en tout cas il a montré son talent. Alors Espinoza, tu parlais de sa taille. On est donc chez les plumes, on est chez les moins de 57 kilos à peu près. Il mesure 1,85 m. Non, mais, non, mais il est très très grand. Pour ceux qui connaissent Fundora, voilà, c'est à peu près ce genre-là. Il y a Sébastien Fundora qui est, voilà, pareil, très grand. Et Espinoza, ouais, 85 pour 57 kilos, mais c'est des galères, quoi. Tu vois les mecs en face, ils sont tout petits, ils galèrent. C'est pour ceux qui ont un petit peu tourné, hein, à la salle, qui ont fait un peu de. C'est très très compliqué de se retrouver face à ce genre d'énigme parce que ils ont une allonge qui est interminable. En plus là, il a lié à ça le côté guerrier mexicain, le volume, la technique. Non, c'est un très très bon boxeur, Espinoza. Et donc pour lui, pour la suite, voilà, c'est ce que j'allais te demander. ouais, pour la suite, Nick Ball, ça pourrait être très intéressant. Nick Ball, qui est un Anglais, qui est lui pour le coup qui est un des chouchous de Arnaud, et qui pourrait lui poser beaucoup de soucis parce qu'il est, au contraire, il est très petit, très rablé, mais il avance, il fait la guerre, il met lui aussi du volume. Ça pourrait faire une confrontation très intéressante. Sinon, dans la caté du dessus, on a Navarrete qui est un gros nom, mais surtout là, les gros noms, les vrais gros noms, on va dire que c'est 2 catés au-dessus, c'est dans les légers. Et donc on a Gervonta Davis, Shakur Stevenson, on a parlé tout à l'heure, Keishon Davis, etc. C'est 2 catés au-dessus. Je pense que vu le profil
de Espinoza. Il pourrait monter jusque-là. 1m85 pour les légers, ça reste largement abordable. Mais bon, il perdrait un petit peu de son atout. Moi aussi, j'aime beaucoup Nitball, pareillement. Je l'avais découvert lors d'un de ses combats. Il a combattu plusieurs fois en Arabie Saoudite, pour des titres mondiaux d'ailleurs, et il m'avait tapé dans l'œil, pareillement. Donc, tu me fais combattre les deux, moi, ça me va totalement. Totalement. Et on passe au main event avec Naoya Inoue. On est chez les Super Coq, c'était pour le titre unifié là encore. Naoya Inoue, qu'on ne présente plus, considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur en activité aujourd'hui, tout poids, toute catégorie confondue, qui affrontait Ramon Cardenas. C'était un combat. Alors je trouve que ce combat, c'était un peu comme Canelo Skull, hein. Il n'y avait pas trop de suspense. Et moi, pour expliquer dans quelles conditions j'ai vu les combats, je les ai pas vus en direct. Je les ai vus aujourd'hui et donc je connaissais le résultat. Donc si tu veux, il n'y avait pas le côté émotionnel. Mais à lire les avis des gens, j'ai l'impression que le fait de l'avoir vu en direct leur a fait voir des choses. Je dis pas qu'ils ne sont pas là, mais les a fait un peu surréagir, tu vois. C'est-à-dire, Inoue va au sol au deuxième round sur un contre. Donc, Cardenas en a fait peut-être un peu plus que ce que beaucoup attendaient. Le combat était moins unidimensionnel qu'escompté par beaucoup. Dès lors, j'ai l'impression qu'on a tendance à un peu surévaluer la qualité du combat. Parce que en dehors du down, moi j'ai vu une domination quasi totale de Inoue. Je connaissais le résultat, certes, mais j'ai jamais eu peur pour lui, tu vois. Donc c'est sûr que comparé encore une fois au combat des nuits précédentes, c'est clairement niveau au-dessus, mais c'est pas non plus, j'ai envie de dire, c'était une soirée relativement tranquille. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, pour faire le comparo, je trouve que au moins avec Inoue, il y a cette étincelle. Alors, certes, Oui. il va sur le sol pour te donner l'étincelle, mais s'il va au sol, et d'ailleurs, c'est pas la première fois, il s'est fait compter contre Luis Neri Oui, absolument. il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Et il s'était fait compter aussi une autre fois, il y a pas si longtemps. En fait, ça montre aussi qu'il prend des risques. Et ça, c'est un peu ce qu'on a reproché à Canelo un peu plus tôt, hein. C'est cette gestion. Là, pour le coup, Inoue n'est pas dans la gestion. Et Inoue, il va avancer, il va mettre du volume, il va frapper, il va essayer de frapper le plus fort possible, quitte à se faire contrer parfois. Et le fait est qu'au début de sa carrière, il n'allait pas au sol et maintenant il commence à y aller. Pourquoi ? Parce qu'il est monté de catégorie plusieurs fois. C'est quand même quelqu'un qui a monté énormément de catégories. Et du coup, il se retrouve face à des adversaires qui sont physiquement gros, quoi. Là, balèzes, solides, qui cognent plus fort, etc. Il arrive malgré tout à les tomber, hein. Là, il a encore fini le combat avant la limite. Il a fini le combat au 8e round. Un arrêt un petit peu prématuré, mais Oui, mais bon, c'était. Cardenas était Ouais. tombé au round précédent, tu sentais que ça sentait un petit peu la fin, mais maintenant il a pu gagner. Donc on se rappelle, hein, Inoue est invaincu, il a 30 combats, il a 27 KO sur ces 30 combats, et il a pu être à la décision depuis 2019 et son premier combat contre Nonito Donaire. Donc malgré le fait qu'il monte de catégorie, il arrive toujours à terminer ses adversaires, et ça c'est une performance qui est assez extraordinaire. Mais c'est vrai que récemment, on voit quelques failles dans le menton, et donc ça commence un peu à se voir. Il faudra faire attention à ce que il n'y ait pas une fois où ça touche de façon un peu trop nette et qu'il n'arrive pas à se remettre, hein, tout simplement, parce que si le down est trop violent et que le mec derrière peut rusher pour te finir, tu peux perdre tout simplement le combat. Donc Bah, juste- ouais, vas-y. Absolument. Justement, j'allais te lancer là-dessus. C'est bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le combat en lui-même, hein. Voilà, Inoue était vraiment au-dessus, il termine Non, et le puis fight. l'adversaire était un adversaire mineur, on va dire. Il était classé 15e mondial, ce qui est pas si mal, mais c'était pas un gros nom de la KT. Voilà. Non, non, absolument. Mais j'ai vu passer plusieurs commentaires qui trouvent, alors je mets énormément de guillemets, que Inoue a, comme tu viens de le dire, depuis quelques combats, il montre qu'il a peut-être passé son prime. Tu vois, je vais pas parler de boxeurs vieillissants ou sur le déclin, pas encore, c'est un monstre. Mais néanmoins, comme tu dis, il commence à prendre des coups. Peut-être commence-t-il à amorcer ce qui sera la dernière partie de sa carrière. Peut-être. Tu vois, voilà, il est moins. Qu'est-ce que Il y tu a en bien un moment penses? où ça va arriver, hein. Et C'est donc, et de fait pour la suite, tu préconiserais quoi désormais?
Bon, là, pour le coup, je vais pas être original, hein, mais c'est à peu près ce qui se dit depuis un petit moment. Déjà, il me semble qu'à la fin du combat, il a annoncé que son prochain adversaire, ça serait l'Ouzbek Murodjon Ahmadaliev, qu'on appelle MG. Et du coup, il s'était déjà un petit peu chauffé sur les réseaux. C'est euh, c'est un bon boxeur, le MG, mais il a perdu contre qui? Il a perdu Payano. Il a perdu contre un ancien adversaire de Inoue que Inoue avait battu facilement. Et lui, pour le coup, il a perdu. Bon, en gros, je pense que c'est un mec que c'est un bon boxeur, mais je vois pas un énorme danger pour Inoue, quoi. Genre, il a le style ouzbek. Alors oui, c'est un pays qui en ce moment qui pose son empreinte sur le monde de la boxe, mais par contre, je pense qu'il aura pas les armes pour. Bon, paraît-il que ça serait lui le prochain combat. Sinon, la grosse affiche, et ça, bon, on le sait depuis un petit moment, c'est Junto Nakatani qui lui domine la KT du dessous, qui est donc la deuxième grosse star japonaise, et qui doit le mois prochain affronter Ryosuke Nishida pour unifier les titres. Donc, il me semble que c'est en bantam. Et du coup, à ce moment-là, si ça se fait, peut-être il y aura ce fameux choc qui pourrait être la plus grosse confrontation entre Japonais de l'histoire, tout simplement. Hein, parce que là, on serait vraiment sur une énorme affiche. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter et nous souhaiter Tout à fait, évidemment. à ce niveau-là. On en a terminé. Voilà, c'était un peu plus Et long parce qu'on s'est, comme c'était bien d'habitude, plus long que ce qui était prévu. on a On avait tablé digressé. sur une petite demi-heure, au final on est sur une petite heure. Ouais, Voilà, comme quoi, il y avait des choses à dire, mais c'est toujours un tel plaisir de parler boxe en ta compagnie. Et puis ce que je trouve absolument passionnant, c'est que tu cites des tas de noms qui ramènent eux-mêmes à d'autres noms, à d'autres combats et à d'autres noms eux-mêmes. Donc ça donne envie de découvrir tout ça. Tu me tends la perche où je me l'attends moi-même. C'est ce que tu faisais déjà, tout ça, cette avalanche de noms, de combats, de recommandations dans Uppercut avec Arnaud, qui était donc votre format mensuel que vous avez suivi tout au long de l'année 2024. Arnaud va bientôt partir vers d'autres sphères. Il est en train de vivre sa meilleure vie. On lui fait un coucou. Il restera toujours dans nos cœurs, Arnaud. Mais Enzo, tu vas nous annoncer le prochain retour de Uppercut sous un nouveau format. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, on va faire ça rapidement, mais en gros, cet épisode est déjà un petit peu le pilote, on va dire, de ce à quoi va ressembler Uppercut à l'avenir. C'est-à-dire, on va rester sur un format assez proche de ce qui se faisait avant, en simplifiant, en édulcorant un petit peu les choses, parce que c'est vrai que l'ancien format d'Uppercut, et je remercie Arnaud pour ça, mais était très très dense, était très copieux, et parfois un petit peu trop. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus régulier aussi. Donc si on y arrive, on se retrouvera toutes les 2 semaines, donc pour 2 rendez-vous mensuels et pour débriefer l'actualité au plus près de celle-ci. Et voilà, donc on va en traitant les gros combats, en annonçant ce qui va arriver par la suite, de façon un petit peu plus légère, hein, toujours évidemment dans la rigolade et dans la bonne humeur. Et voilà, donc on va essayer dès que possible de prendre le rythme et d'enchaîner les épisodes qui ressembleront assez fortement à ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, avec du coup aujourd'hui tout était regroupé sur un week-end, mais ça sera des fois sur 2 petites semaines. J'ai moi-même pas eu le temps de rattraper ce qui s'est passé il y a 2 semaines, parce que oui, la semaine dernière, pardon, avec la confrontation entre les fils Eubanks et Ben, et c'est vrai que j'ai pas encore regardé ce combat qui paraît-il est vraiment très très sympathique. Absolument. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu as justement, d'ici à ce qu'on revienne, dans pas longtemps, on l'espère, des recommandations de combat dans les jours ou dans Oui, les semaines à venir? on va se faire un petit programme. Donc dans les 2 semaines à venir, le programme est pas énorme, hein. Donc là, je vous avoue que sur le week-end, ça c'est très très condensé, donc c'est un peu plus léger. On a le français Souleymane Sissoko qui combat, très très bon français qu'on a trop peu vu ces derniers temps, Mhm. et qui donc revient pour affronter c'est quoi? C'est un Lituanien? Non, oui, un Lituanien tout à fait qui a un nom à coucher dehors. Egidijus Kavaliauskas.
Du coup, lituanien que je ne connais pas, hein, je ne vais pas faire semblant, mais donc c'est toujours c'est intéressant au moins de revoir Sissoko en activité. Et on va avoir une bonne affiche entre Anthony Kakache qu'on avait découvert l'an dernier, qui va affronter Leigh Wood, c'est en Angleterre, Leigh Wood qui est un des gros noms anglais. Donc ça se passera à Nottingham, ça c'est le 10 mai, donc c'est dans 5 jours, hein, le week-end prochain. Et ensuite, toujours le 10 mai, on a un gros un event à San Diego avec l'espoir américain Raymond Muratalla. Raymond Muratalla qui affronte un russe dont on avait parlé dans Uppercut, c'est Zaur Abdullaev. Donc combat assez intéressant. Sur la même carte, on aura Emmanuel Navarrete. Navarrete, c'est un gros nom de la KT des super plumes. Et il affronte Charlie Suarez, que je ne connais pas. Charlie Suarez, qui est un Philippin, classé 16e mondial. Est-ce qu'il y a par la suite? Donc, ça, c'était le 10. Voilà. On a un Fernando Daniel Martinez contre Kazuto Ioka. Ça, c'est très très gros combat. Donc là, on est dans les petites KT. On est chez les. On est chez les super plumes, donc les superfly. C'est la revanche. Elle a été reportée, voilà, c'est ça, ça devait avoir lieu en septembre. C'est la revanche du très gros combat de l'été 2024, combat qui avait été gagné à la surprise générale, enfin une petite surprise par l'Argentin Fernando Daniel Martinez. Donc là, très gros combat, c'est ce dimanche, donc le 11 mai. Et voilà, après ça va se calmer un petit peu jusqu'à la fin du mois. Et je pense qu'on se retrouvera à la fin du mois pour parler un petit peu de tout ça. Il y a pas de, on aura du Josh Taylor en fin de mois. On aura Takei dans une carte au Japon. On aura donc Taki, on aura Rikishi, Masanori Rikishi, qui est un des japonais aussi qui a la côte. On aura du Charlot à la fin du mois, ouais, Jarmal Charlot. Du Charlot, ça fait un peu bizarre de dire on aura du Charlot. On aura Germain Charlot, ouais, Josh Kay, ouais. Après, franchement, c'est une fin de mois qui est assez tranquille. Mais si on peut, on se réunira pour en parler. Ce qu'on va essayer de faire, surtout, c'était encore pas trop le cas cette fois-ci, mais on va essayer de faire les choses de façon plus condensée, histoire que ce soit un format qui soit sympa, rapide à écouter et qui vous fasse un petit débrief de l'actualité boxe. Voilà. Oui, absolument. Là, c'était un format, on va dire, hybride. Voilà, c'était notre retour. Voilà, et puis de toute façon, il faut prendre ses Voilà. marques aussi. On a l'habitude de s'épancher, de parler un petit peu longuement. Donc, Absolument. Ah ouais, mais tu nous mets à parler boxe tout de suite, il y a des chances que ça déborde de tous les côtés. Donc voilà, exactement. on va se cadrer et ce sera parfait. Bah Enzo, merci beaucoup, vraiment, comme d'habitude, de ton expertise, de ta pertinence et de ton enthousiasme à parler boxe. On vous Merci à dit toi, à Lionel. bah, je t'en prie, on vous dit à très bientôt sur Sparring Podcast. Il y a des tas de nouveaux formats qui vont arriver et notamment en box. Voilà, on est en Et train suivez de, Cinéma Kick. C'est on est en le. train de faire tout ça. Oui, 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 il y a Cinématique, le nouveau format où on parle de films de bagarre et on parle de Bloodsport pour le premier épisode. Voilà, là on est en train de préparer des tas de choses et ça va arriver très vite. Donc merci beaucoup, merci pour vos retours, merci pour la force, merci beaucoup Enzo et on vous dit à très vite en boxe, en MMA ou en cinéma, qui sait. Bye, salut. Salut à tous.